Monsieur Langlois a écrit un bouquin, là. Il a profité de ses déboires avec la police nationale pour écrire un livre sur cela, qui s'appelle Dérive et dysfonctionnement de la police nationale. Le titre de son bouquin, il n'y a pas le point d'interrogation et les parenthèses qu'on a mis dans l'invitation, qui a été donc publié l'année passée, 2019. L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale. Et notamment, on a tenu à avoir ce débat au vu de l'actualité. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, Castaner a fait une annonce tout à l'heure en tant que président de LREM pour expliquer que l'article 24, le fameux sur le droit de filmer la police, serait réécrit totalement pour lever les doutes et incompréhensions. Donc, nous, on pense qu'il y a de quoi lever les doutes. Les incompréhensions, ça, j'en suis moins sûr. Donc voilà, ça, c'est le sujet. On voudrait faire en sorte que dans la période actuelle où il y a pas mal de fantasmes qui ont de quoi se faire sur le pouvoir en place, on puisse éviter cela et que on évite aussi de ne pas vouloir voir l'ampleur de la situation et sa gravité. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Langlois. Si vous voulez nous expliquer votre vision des choses, ce qui vous semble le plus important aujourd'hui, c'est à vous. Déjà, le plus important, c'est de vous remercier. Voilà, merci à tous les gens qui écoutent et qui écouteront plus tard, parce que c'est en partageant et en débattant qu'on peut améliorer les choses. Après, les choses importantes, effectivement, ce qui a été dit, je vais rebondir sur l'actualité, du coup, c'est qu'effectivement, la loi, ils vont revenir sur l'article 24, qui interdisait de filmer les policiers. Enfin, c'était comme ça que c'était prévu. Mais il y a exactement le même article de loi dans la loi interdit de filmer les fonctionnaires qui était fait en réaction à la mort de Samuel Paty. Donc, en fait, la République en marche est assez forte pour faire 2 fois la même loi dans 2 textes différents pour être sûr que ça passe. Donc voilà, donc ça, c'est assez amusant. Donc, il faut continuer de rester vigilant parce que les coups bas vont continuer. Après, l'actualité a fait que j'ai décidé de partir de la police nationale, ce que j'avais expliqué dans mon livre «L'ennemi de l'intérieur» et même autour tout le combat que j'ai pu mener avec le syndicat Vigie, c'est que tant que la police serait réformable de l'intérieur, je resterai à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est impossible de réformer la police de l'intérieur. Tout a été verrouillé pour verrouiller la parole des syndicalistes, des policiers. Attention, je fais bien la différence entre deux choses. C'est le combat pour améliorer la police est plus possible à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont pourris. Bien au contraire, beaucoup de policiers font leur travail en conscience, essayent de faire au mieux, mais sont paralysés dans leur travail. C'est pas pour rien qu'on a la profession en France qui a le plus gros taux de suicide, de dépression, etc. Donc voilà, et aujourd'hui, on a pu voir, je vais rester sur l'actualité, un ministre de l'Intérieur qui a essayé de défendre une loi abjecte, voilà, il n'y a pas d'autre mot, parce que la loi de sécurité globale est en fait la légalisation de l'affaire Benalla. Je m'explique très rapidement. Dans l'affaire Benalla, nous avions donc des personnes qui sont envoyées par l'Élysée déguisées en policiers. Du coup, demain, avec cette loi, nous ne pouvions plus les filmer. Ce qui nous garantit demain que l'Élysée ou n'importe quel responsable du gouvernement n'utilisera pas des mêmes barbouzes pour venir semer la pagaille dans des manifestations. Deuxième chose également, dans cette loi, il y a le transfert de missions régaliennes de l'État vers des sociétés de sécurité privées. Donc du coup, le but des missions régaliennes, c'est intérêt général. La sécurité privée a un autre objectif qui est de faire de l'argent. C'est très bien quand on vend des voitures. Par contre, quand on doit assurer la sécurité de tous, quand on fait de l'argent, l'objectif n'est plus du tout le même. À quel point on est prêt après à se compromettre. Ça revient sur l'affaire Benalla également sur ça, tout simplement parce que M. Macron voulait enlever la protection du président de la République aux policiers et aux gendarmes qui n'ont jamais failli depuis le début de la Ve République. Aucun président n'a été assassiné ou blessé dans le cadre de ses fonctions. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas leur faire confiance sur leur savoir-faire pour les remplacer par des agents de sécurité privée demandés à M. Kras et Benalla de mettre ça en place. Pourquoi? La loyauté, ça s'achète dans une boîte de sécurité privée. Par contre, l'intérêt général, c'est autre chose. Et enfin, dans cette loi également, il y a filmer les gens par drone. Filmer les gens par drone pour faire des belles images en temps réel et tout ce qu'on veut. Donc ça peut être éventuellement utile. Par contre, c'est la deuxième partie qui est très gênante, c'est qu'il y a bien marqué comment doivent être conservées les vidéos, quel délai, etc. Mais si jamais
les vidéos sont détournées de leur but initial, ne sont pas conservées dans un délai légal. Quelles sont les sanctions? Zéro. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla également? Le conseil spécial de l'Élysée, M. Emilien, a pris les vidéos de surveillance de la préfecture de police de Paris pour montrer des vidéos, des fois qui n'avaient rien à voir avec les manifestants molestés par Alexandre Benalla et M. Kraz, des fois les mêmes, voilà, pour essayer de les mettre en difficulté sur le plan médiatique. Mais du coup, en fait, il y a eu utilisation frauduleuse des images de la préfecture de police. Personne ne sera poursuivi demain parce qu'il n'y a plus de sanctions, il n'y a rien du tout. Également, le directeur de la DOPC à l'époque avait conservé les vidéos plus de 3 mois sans que ça fasse sourciller personne. Donc en fait, cette loi est catastrophique sur tous ces points-là et c'est l'aboutissement du musellement de la police nationale parce que du coup, dans la police nationale, en France, c'est une exception quasiment dans les démocraties européennes. C'est l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, qui contrôle les policiers. Donc comprendre, si un jour quelqu'un a un problème avec un policier, il va se plaindre à la police. Et au final, si ça doit mettre en cause la hiérarchie policière, qui est quand même responsable de la gestion, des formations, de détecter les problèmes en interne, bah évidemment, ils ne vont pas se mettre en cause, parce que leur carrière est en cause, ils sont aux ordres du ministre. La deuxième chose également, c'est que donc, cette loi empêche de filmer, ce qui était le dernier contrôle citoyen qui pouvait rester. Et on a pu voir l'hypocrisie de M. Darmanin, parce qu'il l'a dit, ces images, par exemple, sur l'affaire de M. Michel Zecler, me choquent. Pour moi, ce n'est pas les images qui me choquent, c'est le tabassage de la personne. Et donc demain, avec sa loi, ce qui est assez hypocrite, c'est que ces images ne pourront plus être diffusées. Voilà, heureusement, aujourd'hui, il y a le rétropédalage, mais il y a une deuxième loi, dans ce que j'ai rappelé, qui propose la même chose et qui essaye de passer en douce derrière ce qu'on n'arrive pas à faire entrer par la porte. Voilà, donc c'est cette dérive qui est très grave et qui va permettre d'avoir une police qui n'est plus du tout républicaine, qui va faire le nervi. Et la propagande est telle, c'est qu'on n'est plus dans un débat qu'est-ce qu'on veut pour la police, on est dans un débat pour ou contre la police. Et M. Darmanin utilise tous les procédés les plus abjects de la propagande pour faire passer cette loi, enfin, pour la faire passer avant que cet article 24 soit retoqué, en faisant pleurer dans les chaumières. Je m'explique. Il a instrumentalisé la souffrance des policiers pour son intérêt personnel et celui du gouvernement. Il a utilisé le drame de Magnanville, où deux de mes collègues ont été assassinés chez eux par un terroriste. Pourquoi ils ont été assassinés chez eux? Parce qu'il y a eu des images sur les réseaux sociaux? Non. Parce qu'il y a eu une fuite d'informations entre un syndicat de police et le ministère de l'Intérieur sur des données RH. Donc le fautif, c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas su sécuriser des données personnelles de policiers. Et aujourd'hui, il fait pleurer des lumières en instrumentalisant ce drame pour sa propagande personnelle. Deuxième chose également, il a dit qu'il y avait des policiers qui se suicidaient et qui partaient en dépression à cause des images et du harcèlement sur les réseaux sociaux. La première cause de mortalité par mort violente des policiers est effectivement le suicide, mais pas du tout parce qu'on est harcelé sur les réseaux sociaux, parce que nous subissons un management délétère, des conditions de travail déplorables. Et ça, une fois de plus, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge de la santé de ces personnels. Et M. Darmanin n'a proposé qu'une chose, c'est un deuxième numéro vert, en plus de celui que M. Castaner avait mis. De toute façon, quand ce gouvernement a un problème, c'est un numéro vert, donc ça ne règle rien. Mais les sociétés de phoning ont fait des dividendes incroyables cette année. Donc en fait, cette instrumentalisation est catastrophique et ça ne répond pas au problème. Le problème également, il y a eu des collègues CRS qui ont reçu des menaces de mort il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Ça est sorti dans la presse également, chez eux. Et le message comportait la chose suivante. On ne vous connaît pas. Et du coup, on vous a écrit quand même parce qu'on ne vous aime pas, vous êtes CRS. Mais comment les gens ont leur adresse? Tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur a publié au journal officiel le nom et prénom des CRS. Et les gens qui ont envoyé les menaces de mort chez eux ont regardé leur lieu d'affectation et leur lieu, ils ont fait les pages jaunes et ont trouvé les gens qui avaient des noms similaires. Donc voilà comment on arrive. C'est un problème de sécurisation des données. Il y en a un, mais il n'est pas du côté du filmage des policiers, mais des failles de sécurité au niveau du ministère. Donc c'est toute cette instrumentalisation qui est catastrophique. Il y a des choses à faire pour protéger les policiers, mais pas au détriment de la liberté de tous, surtout que ça n'a aucun rapport avec notre sécurité. Voilà. Parce que d'autant plus que là, il y a aujourd'hui cet article 24 en fait qui est en train de devenir le sujet partout en fait. Quand on entend dans le débat public parler de cette loi sur la sécurité globale, c'est la loi, enfin c'est l'article 24, et avec cette revendication de la part des journalistes de pouvoir faire leur travail, etc. Quand de l'autre côté de la Manche, il y a Assange qui est en train de moisir dans une prison de haute sécurité pour avoir voulu donner l'information au public. Et la chose, c'est que en fait, que ce soit la police nationale, tu fais un énorme travail pour défendre en fait le droit de citoyen.
et remettre en cause ce devoir de fermer sa gueule, ce devoir de réserve, en fait, qui de ce que j'ai compris, et c'est ça qui serait intéressant, peut-être que tu éclaires, de ce que j'ai compris, en fait, il est passé par décret depuis 86, et notamment Manuel Valls l'a réitéré en 2014, alors que la loi, notamment celle c'était de quand? Ce que j'ai compris, c'est que la première loi qui définit, oui, c'est ça, c'est la... 83. Ouais, et où là, il n'y a pas le devoir de réserve. C'est ça, hein? Alors du coup, ouais, c'est exactement ça. Pour clarifier la chose, c'est que donc le statut de la fonction publique a été fait en 1983 par un monsieur qui s'appelle Anicet Leport. Et dedans, il a marqué le devoir de ne pas divulguer des informations personnelles, le secret de l'enquête. Mais il a expliqué récemment dans diverses interviews qu'il n'a pas mis le devoir de réserve, parce que ça veut dire que si on avait un devoir de réserve, ça empêcherait les fonctionnaires de critiquer leur institution et dans un but de l'améliorer. Si jamais ils ne peuvent plus faire ça, c'est que les policiers ne sont plus au service de la population, et les fonctionnaires en général, mais au service exclusif du gouvernement. Il a dit c'est pas possible de mettre ça dans une loi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai dit non, je n'ai pas fait ça. En 86, nous avons un devoir de réserve, donc qui est inférieur à la loi, qui a été mis en place. Et M. Valls, en 2014, a transformé le devoir de réserve en obligation de réserve. C'est-à-dire qu'on a passé un cran. Et également, il a marqué une limite à la liberté d'expression syndicale en 2014, qui a été signée par une partie des syndicats de la police nationale. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois un syndicaliste qui signe pour limiter sa liberté d'expression. Donc voilà, en fait, on a scié cette branche. Et par contre, dans la loi de 1983, il y a quelque chose qui est très important. Les fonctionnaires ont un devoir d'information du public. Donc voilà, donc en fait, la loi à l'heure actuelle permettrait aux fonctionnaires de s'exprimer. Ça a été mis dans un décret et les sanctions pleuvent sur ça. Parce que j'en profite pour faire une petite aparté. Il y a beaucoup de gens, notamment des syndicats majoritaires, voire le ministre, qui s'exclament sur divers plateaux de télé en disant c'est la fonction publique la plus sanctionnée en France, c'est la police nationale. C'est vrai. Mais pourquoi les policiers sont sanctionnés? Pour avoir mutilé des gens, pour avoir fait des erreurs, pour avoir blessé, voire tué, comme Madame Zineb Redouane? Non, pas du tout. Il y a une bonne partie qui est sanctionnée parce qu'ils ont manqué de loyauté envers leur hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils ont critiqué, ils ont refusé des ordres illégaux, ils ont porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale, y compris dans leur vie privée. Donc ça, c'est une nouveauté de 2014. Une nouveauté de 2014 qui est une reprise de l'article 5 du statut général de la fonction publique de 1941. Donc vous voyez à quel point on a été chercher des références pour museler les fonctionnaires en 2014. Donc voilà, donc il y a ce débat juridique. Le problème, c'est que l'administration a les moyens de broyer les gens parce qu'ils ont le puissance financière pour envoyer les gens au tribunal, les sanctionner et être derrière. Et quand on veut se battre contre cette machine, bah, c'est ces petits deniers personnels. Donc effectivement, le combat est assez inégal, même si la loi au final devrait donner raison aux fonctionnaires qui veulent se battre s'il a l'argent pour le faire. Ouais, en tout cas, ce que nous, on discutait là, un peu entre nous, c'est comment est-ce qu'il y a aujourd'hui donc la police qui déjà ne peut plus informer. La même année, en 2014, hein, il y a la loi NOTRe qui fait que les élus locaux sont soumis, en fait, deviennent le rouage d'intercommunalités qui sont à chaque fois le fief, en fait, un parti politique, quelques partis politiques qui s'arrangent les uns les autres, etc. Il y a eu là cette loi dans l'éducation pour que les profs aussi ne puissent pas émettre de critiques sur le ministère. Là, plus récemment, il y a les médecins qui ont vu en fait le droit de prescrire être remis en cause. Donc il y a tout ça quand même qui est à voir. Donc l'article 24, c'est encore une étape. Enfin mais c'est vraiment on est en train de voir les gens devenir des rouages. Simplement, est-ce que tu as lu le livre blanc qui a été publié par le ministère de l'Intérieur, pardon? Non, je ne l'ai pas encore lu, c'était l'actualité a fait que j'ai pas eu le temps de le lire. Ok. La seule chose que j'ai regardé dessus, c'était la méthode utilisée quand on nous a dit que c'était des citoyens tirés au pif. C'était un panel de citoyens choisis par un institut de sondage. Donc voilà, c'est juste sur la méthode de savoir comment on fait les panels pour écrire un livre blanc, c'est les instituts de sondage qui les font. Donc voilà, après, dès que j'aurai le temps, je lirai le contenu pour savoir si ça peut amener des choses intéressantes. Je ne sais pas pour le moment. Parce que je voyais la quadrature du net qui est écrit dessus, et notamment en fait, il y a une chose qui montre par rapport à cette question de la transmission en direct des caméras de surveillance de manière centralisée lors des manifestations, etc. C'est que plus en amont, il y a eu ce qui s'appelle le méga fichier TES, qui rassemble en fait toutes les photos d'identité, toutes les informations des cartes d'identité nationales dans un seul fichier.
Depuis, il y a eu la volonté de dire chaque agent de police doit être équipé d'une caméra. Dans mes souvenirs, ils avaient défendu ça comme devant protéger les gens, en fait. Et donc aujourd'hui, cette transmission en live fait que on peut très bien avoir une reconnaissance faciale généralisée en live durant les manifs de tout le monde. Donc il y a ce type de choses en fait qui aujourd'hui, voilà, on arrive à ce type de choses. Alors je sais pas, qu'est-ce que toi tu penses de cette question de la surveillance de masse? La surveillance de masse m'inquiète beaucoup parce que c'est plus il y a de surveillance de masse, plus on se dirige vers un État autoritaire, voire encore l'étape suivante totalitaire. Et effectivement, les caméras, nous on était pour les caméras au niveau du syndicat et à titre personnel aussi, les caméras qui équipent les policiers, mais nous on était pour que ce qui soit filmé soit envoyé sur une boîte noire et qu'on puisse juste l'analyser si nécessaire par la suite et que ce soit pas fait justement pour un filmage en direct. Et de toute façon, c'est même pas les caméras piétons qui vont le faire. En plus, il y aura également les drones qui vont le faire en direct, qui posent en plus la question de savoir si on est filmé ou pas par un drone. Parce qu'il n'y a pas de petit panneau qui dit c'est à tel endroit, voilà, il n'y a aucune information, donc personne ne peut avoir accès à ces données s'il ne sait pas qu'il a été filmé. Donc il y a toutes ces problématiques qui sont mises. Et aujourd'hui, la surveillance de masse, moi, ce qui m'avait fait peur, c'était en Ukraine. Il y a une manifestation qui s'est déroulée, mais un jour, on va finir par y arriver en France. Ils avaient envoyé un SMS sur tous les messages de tous les téléphones qui bornaient dans le cadre de la manifestation. Ils ont dit on a pris votre numéro de téléphone, la prochaine fois qu'on vous voit sur une manif, ça va mal se passer pour vous. Donc en France, on pourra un jour arriver à ça. Et ce qui me fait peur également, c'est que la Chine a toujours quelques années d'avance sur nous. Quand la reconnaissance faciale a été mise en place en Chine, la France a dit jamais chez nous. Ils sont en train de le faire, les commandes sont déjà parties pour que ça se fasse. Donc maintenant, ils vont juste légaliser pour pouvoir utiliser leurs commandes. Demain, la Chine a déjà mis en place un contrôle social par des applications sociales, justement, en disant on note les uns les autres et c'est de la surveillance généralisée par la population elle-même. La France a dit jamais ça chez nous. Comme on a toujours 2-3 ans de retard, j'ai peur pour les années à venir de la suite de l'évolution en France, d'autant plus que le gouvernement français, pour équiper les caméras de surveillance, etc., a choisi dans certains endroits Huawei, qui est finalement le bras armé de la Chine au niveau des télécommunications. Il y a cette question ouais, des déclarations. Je crois que Valls l'avait déjà dit, mais plus récemment, d'autres l'ont dit qu'il fallait savoir vivre avec le terrorisme. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu peux dire de l'efficacité des différentes mesures, de l'état d'urgence, des lois renseignement, avec tout ce qui a été les possibilités qui ont été ouvertes depuis, c'est quoi, c'est 2016 fin 2015? Non, c'est 2015. 2015, loi du 2015 de la renseignement. loi renseignement. Ouais. Des possibilités immenses qui ont été ouvertes en fait de s'attaquer aux libertés individuelles. Et depuis l'état d'urgence, donc fin 2015, le fait de pouvoir assigner à résidence, le fait de pouvoir fermer un lieu, ce type de choses. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'efficacité de tout ça et cette ambiance qui est pourtant mise sur cette gravité de la situation? Et bah, du coup, déjà, j'aime pas quand les gens disent: «Il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme». Non, on n'a pas à s'habituer avec quelque chose comme ça. On lutte contre le terrorisme, on ne s'habitue pas à vivre avec. Là, ça c'est les gens qui font ces phrases-là, aussi bien Emmanuel Macron que Manuel Valls et cetera. C'est des gens qui sont surprotégés, qui n'auront jamais un problème de terrorisme, à subir. Donc c'est facile de dire aux autres: «Bah, bon courage à vous, moi ça va». Ensuite, sur tout l'arsenal juridique et répressif et liberticide qui a été mis en place, il y a pas beaucoup d'intérêt. Pas beaucoup d'intérêt pour lutter contre le terrorisme, qu'on s'entende, hein. Sinon, pour le contrôle social de la population, c'est génial. Il y a eu, par exemple, sur l'état d'urgence qui a été prononcé au lendemain des attentats du 13 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 3000 perquisitions administratives. Donc, administratives, c'est sous ordre du préfet et pas sous ordre de la justice. Les dernières fois que les perquisitions administratives ont eu lieu de cette façon-là, ça date des années un peu plus sombres de notre histoire. Et résultat des courses, sur plus de 3000 perquisitions, 6 ont donné quelque chose pour terrorisme. Voilà. Et encore, c'est parce que c'était des procédures judiciaires qui étaient déjà en cours. Donc ça veut dire que ça a donné 0 au final. En plus, rien n'était cadré, parce que, bah, il y avait pas de comme dans une procédure judiciaire, on accompagne la personne dans chaque pièce de sa maison pour être sûr que des preuves ne sont pas rajoutées ou supprimées. Là, c'était la OK choral, chacun faisait ce qu'il voulait dans toutes les pièces. C'est-à-dire que même devant un tribunal, derrière, les perquisitions ne pouvaient pas tenir. Ça a été utilisé par contre à des fins de régler des petites affaires de stupes, des petites vengeances de commissariat qui n'arrivaient pas à envoyer en prison certains délinquants en disant bah, pas grave, on va se venger, on va casser leurs portes en disant que c'est des terroristes. Donc ça a été d'un effet déviant complètement au but recherché.
Ensuite également sur le renseignement, ils en ont profité, donc comme tu en as parlé, vous en avez parlé de la loi renseignement en 2015, qui est une loi donc qui avait été faite avant les attentats, donc ça a montré sa performance pour lutter contre ça. Et cette loi également permet au Premier ministre, donc à l'époque Monsieur Manuel Valls, de mettre qui il veut sur écoute. Je m'explique sur qui il veut, c'est-à-dire qu'il a constitué un organe de contrôle qui contrôle a posteriori si jamais le ministre est pressé, et si jamais il contrôle avant, il rend un avis. C'est-à-dire que s'il rend un avis, le ministre n'est pas obligé de le suivre. Donc on arrive à un organe de contrôle qui contrôle pas grand-chose. Et au final, imaginons que c'est contrôlé a posteriori. Une fois que le ministre a ces informations, la commission de contrôle lui dit bah fallait pas le faire. Il dit ah bah j'annule tout. C'est pas grave, mais il a déjà les informations, c'est trop tard. Donc on arrive à des aberrations et même des fois même à créer des tensions. Si on voulait vraiment lutter contre le terrorisme, on ne prendrait pas des lois liberticides qui cassent les pieds à tout le monde et qui permettent un contrôle social de la société. Moi, j'ai toujours défendu que, effectivement, dans toutes les religions, il y a malheureusement des dérives sectaires. Voilà pourquoi, dans l'islam, ce n'est pas possible de mettre des dérives sectaires. Surtout que la plupart des attentats commis en France correspondent exactement aux critères des dérives sectaires. Des gens qui sont coupés de leur milieu, à qui on bourre le crâne et qu'on leur fait commettre des choses complètement ignobles. Donc, on est dans le cadre parfait des dérives sectaires, à ceci près que le gouvernement français a décidé de dissoudre la Miviludes, qui avait également des défauts, mais qui avait le mérite de pouvoir lutter contre ça efficacement. Donc on est en train d'appeler à la haine des populations françaises entre elles, plutôt que d'essayer de régler le problème de fond, parce qu'une fois qu'on en a mis le doigt sur, c'est pas les musulmans le problème, c'est pas telle partie de la population, c'est il y a des dérives sectaires dans tel truc. Ben voilà, là on sait où est le problème, et tout le monde est conscient et veut aider à le régler. Donc voilà, donc ça n'a pas été fait. Et après, cette loi sur renseignement, on est passé à l'état d'urgence permanent. Voilà, Monsieur Macron avait dit je vais supprimer l'état d'urgence. Bah oui, il a supprimé parce que maintenant c'est un état d'urgence permanent. Est-ce qu'il y a encore eu des attentats en France? Oui, parce que ça ne résout pas le problème du terrorisme. Et puis au final, on a passé encore des lois de plus en plus liberticides. On a eu la loi asile immigration avec dedans un nouveau passage qui est très intéressant. En France, ça s'était pas vu depuis les années 1940. Les policiers sont incités à contrôler les gens sur leur type étranger, leur apparence extérieure. Donc là, le contrôle au facial a été légalisé à ce moment-là. Et là, on est en train de passer un dernier cap avec cette loi de sécurisation globale, qui est en fait un moyen de finir de la surveillance généralisée plus exactement et permettre à M. Fauvert, qui a prévu sa reconversion dans le privé également, de toucher un peu d'argent au passage. Est-ce que Seltkana, est-ce que tu veux poser ta question? Tu es en train Oui. d'écrire. Ah oui, super. Est-ce que vous pensez que le rôle répressif de la police devrait être diminué ou éliminé à terme au profit de l'intervention d'organismes spécialisés sur les questions sociales, éventuellement même au profit de l'intégration dans votre travail des acteurs locaux et des associations? Merci. Même de façon générale, la police fait des missions qui n'ont rien à voir avec nos missions réelles. En fait, on est un petit peu la poubelle de la société parce qu'il y a une démission générale des services publics. Si jamais l'éducation nationale fonctionnait, l'assistante sociale fonctionnait, enfin, tous les autres services publics fonctionnaient, on pourrait se concentrer sur l'indélinquance. Donc effectivement, ce serait intéressant d'avoir plusieurs choses. Il y a des expérimentations qui avaient été tentées dans un commissariat où il avait été demandé par des agents de mettre une antenne de l'assistance sociale en disant bah, c'est pas des missions qu'on doit régler nous en temps avec le code pénal, mais c'est des problèmes sociaux. Le commissaire avait répondu ah non, c'est trop compliqué à mettre en place, je veux pas de ça chez moi. Voilà, on avait eu un autre collègue qui avait fait venir l'inspection du travail pour un problème interne dans une entreprise. On lui a dit mais qu'est-ce que fait l'inspection du travail dans les locaux de police? Donc en fait, il y a une réticence à la hiérarchie policière de ne pas faire ça. On ne sait pas pourquoi. Là, pour le coup, on n'a pas d'explication rationnelle, à part de vouloir vivre caché dans son commissariat. Mais effectivement, ce serait d'ouvrir la société civile de façon plus large, parce que bah, la police est là pour de protéger la société des crimes et des délits, mais pas du tout de faire le reste. Donc en fait, à partir de là, si chacun se ressent sur son métier, chacun sera plus compétent et chacun sera formé convenablement. Donc effectivement, ce serait une piste intéressante. Par rapport à ça, moi j'ai une question parce que on voit que la gendarmerie, la police nationale généralement étaient des gens plutôt formés dans les manifs. On voyait des réactions qui étaient quand même plutôt raisonnables et c'est généralement la BAC, sans parler de la Brave, qui pouvait avoir des comportements complètement dingues et qui n'est plus en fait qui n'est pas juste une réaction raisonnable à de la colère, quoi, qui est c'est quand même problématique. Et je me demandais si tu pouvais nous expliquer comment, dans les manifs, fonctionne en fait la hiérarchie de décision.
à quel point en fait les types auxquels on fait face dans les manifestations ou qu'on a à côté de nous sont conscients de ce qui se passe, la question de la technique de la NAS, la gestion des black blocs, l'action des casseurs, la question de l'infiltration des casseurs peut-être. Comment ça fonctionne tout ça? Alors la différence déjà entre gendarmerie et police, effectivement, déjà c'est une question de compétence territoriale. Les gendarmes s'occupent de la campagne plus généralement et après en manifestation, dans les grosses manifestations, il y a que des gendarmes mobiles. C'est comme si, par exemple, il y avait que des CRS qui étaient sur des dispositifs de maintien de l'ordre. Ils sont formés à ça, ils sont professionnels, c'est parfait. Le problème de la police, c'est qu'il n'y a plus assez de policiers et comme c'est les plus grosses manifestations se déroulent, en ville et pas à la campagne, c'est les autres services de police qui sont mis à contribution. Les autres services de police qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, qui n'ont aucune compétence pour ça et qui sont formés à diverses choses. Donc les BAC qui sont formés à l'anti-émeute et donc qui font de l'anti-émeute, qui ont peur également parce qu'ils disent on nous envoie au milieu des manifestants des fois un petit peu énervés et on panique, on commence à tirer dans tous les sens. Et après, il y a également les braves. Alors les braves, eux, c'est le summum de tout. C'est des gens qui sont volontaires pour aller cogner des gens. Donc voilà, à tel point que, par exemple, il y a eu la grosse différence, c'est en 86, il y a eu l'affaire Malik Oussekine, il y avait les voltigeurs, Pasqua a fait l'expérimentation à l'époque, il y a eu un mort, il a fait ce qui s'imposait, il a dit c'est terminé, il n'y a plus les voltigeurs et je présente mes excuses à la famille. Aujourd'hui, on a un problème hiérarchique, il n'y a aucune excuse aux gens qui sont mutilés ou qui sont tués par la police alors qu'ils étaient innocents. Je ne parle pas d'un terroriste qui a été abattu parce qu'il fallait protéger des vies, bien évidemment. Ensuite, sur un schéma hiérarchique, ça se passe comment? Il y a les unités constituées, donc les gendarmes mobiles, les CRS, les compagnies d'intervention qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont aucune initiative personnelle sur le terrain. Elles sont toutes obligées de prendre leurs ordres de la salle de commandement. Ce qui fait qu'on peut voir des fois sur un 1er mai un McDo en flammes avec un cordon de CRS devant qui ne bouge pas une oreille. On peut voir sur une place de la République des gens qui scandent suicidez-vous à des policiers et aucun ne bouge alors qu'il suffisait de les interpeller sur place et on aurait pu voir qui c'est, la justice aurait pu faire son travail plutôt qu'avoir un monsieur Castaner le soir qui dit on va envoyer la police judiciaire, qui a vraiment d'autres chats à fouetter, pour les retrouver. Également, sur tout ça, on sait également où sont les black blocs, on sait quand ils arrivent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ordres de les interpeller. Des fois, on nous les laisse passer. C'était une manifestation assez épique durant le mandat de M. Hollande. Il y avait une occupation de la place de la République par Nuit debout. 300 personnes identifiées comme des gens violents viennent perturber la manifestation. Des collègues CRS sont sur leur route. On leur demande d'ouvrir le passage pour qu'ils puissent rejoindre Nuit debout. Ils vont à Nuit debout. Ils vont dégrader un commissariat de quartier, toujours pas d'ordre de les interpeller. Et quand ces personnes disent en rigolant, on va aller prendre l'apéro chez M. Valls qui habite dans le quartier, en 5 minutes, toutes les compagnies de CRS étaient rappelées, dispersion du mouvement. Donc à partir de là, on voit que si on veut, on peut, il faut donner les bons ordres. Après, il y a ceux qui agissent de façon autonome, c'est les BAC qui sont au sein des manifestations, qui agissent de façon autonome pour essayer de faire ce qu'elles veulent sur le terrain, parce que du coup, le principe d'une BAC, c'est d'interpeller en flagrant délit. Donc il y a toutes les unités qui chevauchent, et maintenant aussi des unités de la police judiciaire qui sont sur le terrain. Et en fait, au niveau du commandement, c'est chacun est dans la salle de commandement et ça se fait en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'une unité de la BAC n'a aucun contact avec les CRS, qui n'a aucun contact avec les gendarmes mobiles. En fait, on est quelque chose de complètement désorganisé sur le maintien de l'ordre et on arrive aux catastrophes qu'on a pu voir l'autre jour. C'est-à-dire qu'à cause de direction et d'ordre complètement aberrants, on arrive à des policiers qui peuvent se faire lyncher par des manifestants. Si jamais ils sont bien dirigés, ce n'est pas possible sur une unité constituée d'arriver à un tel cataclysme. Donc en fait, à l'heure actuelle, le maintien de l'ordre en France est très dangereux parce qu'on utilise des unités qui ne sont pas spécialisées, ça demande un savoir-faire. Et les enquêtes et les problèmes qui ont été manifestés sur les manifestations, les problèmes le plus, c'est les unités qui ne sont pas formées. Ensuite, c'est les CRS, parce que malheureusement, dans la police nationale, il n'y a pas de budget pour former les gens aux armes dites intermédiaires comme le LBD. C'est-à-dire que le LBD, c'est un tir tous les 3 ans de 5 balles, donc autant vous dire c'est quasiment zéro. Et après, enfin, il y a les gendarmes mobiles qui sont correctement formés au maintien de l'ordre et aux armes qu'ils utilisent, donc qui sont les moins mises en cause. Voilà. Donc en fait, il y a tout ça, c'est des preuves matérielles, des faits, et il n'y a aucune aspiration à notre hiérarchie policière d'améliorer le système. En 2 mots, mythe ou réalité, les casseurs infiltrés, la police qui s'infiltre? Pour le moment, moi, j'ai jamais eu de preuve que ça a été fait. Il y a eu des images contournées, à chaque fois, il y avait des explications comme quoi c'était pas des policiers, ou alors c'était des policiers, mais ils venaient d'interpeller, je pense à 2 images contournées. À un moment, on a dit, tiens, il y a des policiers qui sont en train de se faire
des sacs du PSG et de se faire les courses. Non, en fait, ils étaient en train de ramasser des t-shirts pour les apporter à la justice. Et aussi une autre image qui avait tourné où on voyait des policiers sortir avec des marteaux d'une banque avec la vitrine fracassée. Oui, parce qu'ils étaient en train d'interpeller et essayer d'attraper les personnes qui étaient à l'intérieur. La photo a été prise avec une mauvaise légende. Donc la seule chose que je sais pour le moment, c'est juste le moment où il y a eu Benalla et Kras qui sont infiltrés dans la manifestation, qui font n'importe quoi, mais qui n'étaient pas policiers. William Blake, si tu es encore là? Ouais. Oui. Alors, l'impasse dans laquelle vous vous êtes trouvé confronté suite à votre expérience personnelle ne révèle-t-elle pas l'impossibilité de réformer la police de manière structurelle depuis l'intérieur et n'appelle-t-elle pas à la nécessité de son démantèlement? Alors si, c'est pour ça que j'ai demandé mon départ à monsieur Darmanin de la police nationale, parce qu'on ne peut pas la réformer de l'intérieur. Tout a été verrouillé. Après, le démantèlement de la police nationale, je ne suis pas sûr que c'est une solution, mais déjà, on peut commencer par couche pour éviter de tout déstabiliser. Et déjà, avoir un contrôle citoyen de la police nationale permettrait déjà deux choses. Qu'il y ait de la transparence, que deuxièmement, les gens qui font n'importe quoi dans la police nationale soient sanctionnés. Voilà, je prends toujours comme exemple le bon sens citoyen. Les verdicts des cours d'assises sont en général plus en adéquation avec ce qu'attend de la population que certains jugements qui sont rendus que par des juges professionnels. Deuxièmement, en plus, un contrôle indépendant permettrait de libérer la parole des policiers en interne, parce que bien heureusement, la grande majorité des policiers veut faire son travail correctement et sans déviance. Et pour le moment, ils ont peur de leur hiérarchie, peur des sanctions, peur du harcèlement moral au travail. Et savoir que ce ne soit plus leur hiérarchie qui contrôle l'organe qui peut les sanctionner derrière permettrait de libérer la parole et justement de faire le nettoyage en interne des brebis galeuses parce que la parole serait libérée. Donc ce serait la première chose à faire, je pense, plutôt que de tout démanteler. Après, on peut tout démanteler, mais ça prend du temps et tout casser. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Parce que ouais, pour donner quand même idée là, à tout le monde, tu mentionnes, vous mentionnez, monsieur Langlois, le fait que le procès, donc c'était pour France Télécom, où est-ce que je l'ai noté? Tu as mentionné les chiffres qui sont assez hallucinants. Donc ce procès qui a quand même eu, qui aboutit à des peines, hein. Ça concernait 35 suicides pour 190 000 salariés en 2 ans. La police nationale, quand tu as écrit en tout cas ça, donc l'année dernière, c'était 97 suicides pour 180 000 fonctionnaires en 2 ans. Donc 3 fois plus, quoi. Et il n'y a pas, y a rien, quoi. Alors du coup, effectivement, il n'y a aucune remise en cause. Donc je sais qu'avec le syndicat Vigie, on a déposé plainte sur le modèle de France Télécom pour faire condamner l'administration et mettre fin à cette spirale infernale. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été proposées par l'administration, mais on a l'impression que c'était au mieux du foutage de gueule, au mieux c'était ironique. Donc on a eu un directeur de la police nationale qui a proposé des barbecues conviviaux, mais sur notre temps personnel, parce que voilà, alors que les policiers font tellement d'heures supplémentaires qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de pas rester au travail, c'est de voir leur famille. Donc le gars qui est complètement déconnecté de la réalité. On a eu un numéro vert de monsieur Castaner, qui a tellement pas mis d'argent dans la machine, c'est qu'il n'y a même pas eu, l'appel d'offres n'a même pas été pris la première fois. Il a dû refaire un second appel d'offres pour trouver quelqu'un qui voulait bien s'occuper de son numéro vert, sans aucun succès d'ailleurs, comme c'était prévisible. Et monsieur Darmanin, quand il est arrivé, il a dit, moi je sais ce qu'il faut faire, c'est un deuxième numéro vert. Donc voilà, on en est là. Et donc depuis le début du quinquennat de M. Macron, on est à plus de 150 policiers qui se sont donné la mort, qui est la première cause de mort des policiers. C'est-à-dire qu'un policier assigné pour éventuellement mourir en mission contre un terroriste, un braqueur, etc. Mais malheureusement, un policier dans la réalité meurt parce qu'il retourne son arme contre lui-même ou se suicide de façon diverse et variée. Là, je voyais la question de Chérine. Je pense par rapport au management qui peut y avoir dans la police, c'est peut-être pas inintéressant de poser cette question. Oui, en fait, quand on a vu les détails de ce qui se passe aux États-Unis avec le meurtre de George Floyd, on a commencé à avoir plein de reportages sur les techniques de formation de la police américaine, où ils sont formés aux techniques de la police israélienne. Et je me demandais si en France, il y a ce type de choses. Alors en France, dans les unités de police normales, non. Après, des unités spécialisées qui interviennent sur des théâtres très spécifiques comme le RAID, le JPN, qui sont là pour lutter contre le terrorisme ou voilà, oui. Mais sinon, sur les policiers lambda, non. Il y a même eu un débat sur la clé d'étranglement, qui était une des méthodes les plus violentes qu'on pouvait avoir à notre position en corps à corps. Sachant que la clé d'étranglement bien sûr a été une fois de plus mal expliquée
à la grande population. Effectivement, ça peut tuer, c'était le cas pour Cédric Chouviat et d'autres personnes comme ça. Mais sur la clé d'étranglement, ça peut être utile aussi. Donc, une fois de plus, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de formation et d'encadrement et quand de l'utiliser. Parce que j'ai des collègues qui m'ont dit, sans cette clé d'étranglement, j'étais face à un gars qui mesurait 2 mètres de haut, qui était un tas de muscles, qui était sous crack. Je pouvais lui donner des coups de pied, des coups de poing, il était insensible à tout. J'ai pu, grâce à la clé d'étranglement, le sonner 5 minutes et le maîtriser. Donc, une fois de plus, c'est pas forcément les techniques, c'est comment elles sont encadrées, dans quel lieu, et derrière, si elles sont mal utilisées, quelles sanctions sont données pour que ça se reproduise. Donc voilà, après, sinon, on n'a pas des méthodes comme la police américaine et de l'armée israélienne non plus. Renard Jaune, est-ce que tu peux poser tes questions, s'il te plaît? Oui. Bonsoir, monsieur Langlois. Alors, à votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative de décrédibilisation de la police nationale? On sait par exemple que Michel, le réalisateur, a été relayé par Loopster, qui est un ami de Macron, Bernard Mourad, il me semble. Donc, n'y a-t-il pas une tentative de décrédibilisation de la police nationale pour permettre une aggravation du chaos, justifier la violence envers la police, pour mettre fin en fait à la police nationale et justifier après, à cause du chaos, la mise en place d'une police mondiale, type nouvel ordre mondial, un peu comme le suggère Jacques Attali. Alors sur le journaliste qui a fait l'article, David Perrotin, il travaille aussi pour Mediapart et divers journaux. Effectivement, Loopsider est présidé par un ami de Macron, ça c'est sûr. Après, la deuxième chose, effectivement, si je pense qu'il y a une volonté de décrédibiliser la police, de décrédibiliser les mouvements sociaux, enfin d'opposer la police et sa population par tout moyen. Par tout moyen, et même là, je pense qu'on a passé une étape avec les images qu'on tournait récemment, en disant, bah voilà, il y a eu Michel Zecler qui a été molesté par des policiers, et je pense qu'il y a eu une volonté dans le commandement de la préfecture de police d'envoyer des policiers se faire lyncher pour avoir des images. On est dans une guerre d'images qui met en danger les policiers, parce que je rappelle, si un maintien de l'ordre est fait correctement avec les équipements, etc., il n'y a aucune raison qu'un policier puisse se faire lyncher. Donc soit c'est l'incompétence crasse, à ce moment-là, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se fassent virer dans la chaîne hiérarchique, soit c'est de la manipulation médiatique pour montrer une guerre de l'image. Voilà. Par contre, après, sur la finalité de ce projet, je ne la connais pas. Donc ça, je laisse vos propos. Par contre, je donne un indice quand même sur la loi qu'ils veulent passer, c'est sécuriser, mettre dans la sécurité privée le plus de missions régaliennes de l'État. Pourquoi? Léa a des réponses assez pratiques. C'est déjà fait sur un maintien de l'ordre qui avait été fait par une boîte de sécurité privée. Ça avait été relayé par le journal Reporter à l'époque, en 2015. Donc c'était sur un terrain privé. Les gendarmes assuraient la sécurité publique à l'extérieur. Ils n'ont pas bougé une oreille. Et les gens qui assuraient la sécurité privée et le maintien de l'ordre, donc avec une boîte de sécurité privée, sont avec des battes de baseball, des casques de moto, etc. Ils s'en sont donnés à cœur joie, car leur intérêt, ce n'était pas l'intérêt général, c'était de faire plaisir à leur employeur. Donc de ce côté-là, la loi est en train de préparer une sécurisation et en fait que les gens riches pourront avoir de la sécurité, pourront surtout avoir des milices qui pourront obéir au doigt et à l'œil. Il y a la question, je pense, qui est très liée à ça, celle de Benoît. Oui, bonsoir. J'ai une question très simple qui est en fait dans la loi de sécurité globale, il est dit que il y aura plus de pouvoir pour la police municipale. Alors au début c'est pas grand-chose, mais ça risque peut-être d'augmenter. Et on a notamment la police municipale de Paris. Alors je voulais savoir si c'était des premiers pas vers une sorte de féodalité policière où en fait on a des barons locaux qui peuvent décider de ce que la police peut faire. Et donc justement pour donner moins de rôle à la police nationale. Bah, c'est a priori le but avoué, parce que c'est ce que demande plein air pour avoir leur police. Après, malheureusement, c'est quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. La police nationale se désengage de partout pour forcer les municipalités à renforcer leur police municipale. Donc on est dans un jeu de dupes. Après, il y a quand même une chose à voir, c'est que donner plus de pouvoir aux polices municipales aurait pu être intéressant sur un laps de temps donné, vu que l'état de la police nationale actuelle pour décharger certaines missions, il aurait fallu le définir dans le temps. Parce qu'à titre personnel, moi je suis contre les polices municipales et qu'il y ait une intégration dans la police nationale de tout le monde pour une sécurité générale en France. Parce que le problème de donner du pouvoir aux polices municipales plus que des baronnies locales, ça va surtout être une rupture de l'égalité sur le territoire au niveau de la sécurité. Parce que les policiers municipaux restent des fonctionnaires, donc normalement au service de l'intérêt général. Par contre, suivant les communes et les endroits, tout le monde n'aura pas la même police municipale. Ce qui veut dire que moi, en tant que citoyen, je vais avoir le droit de me déplacer sur tout le territoire avec la même garantie de sécurité. Le vrai problème et le vrai danger, je le redis, c'est plutôt de donner des pouvoirs
aux agents de sécurité privée des pouvoirs de dresser des procès-verbaux, du coup, et de donner des pouvoirs étant en lien avec le procureur. Et là, c'est les premières dérives, on les a armés et ils vont bientôt pouvoir tirer aussi donc sur la voie publique. Donc c'est toutes ces dérives. Là, pour le coup, ce sera des gens qui seront payés. L'intérêt général, ils n'en auront rien à faire, ou alors peut-être en conscience, mais leur but sera faire de l'argent. Donc c'est surtout la dérive vers les sociétés privées qui posent vraiment la question de ces milices et de ces baronnies. Pour ce qui est donc des polices municipales, c'est plus une rupture d'égalité au niveau de la sécurité sur tout le territoire. Et il me semble qu'il y a quand même cette question de à qui la police répond, parce que la police nationale, c'est la justice. Enfin, c'est le ministère de l'Intérieur, pardon. Et c'est pas une municipalité, c'est pas une localité, mais dans ce que tu développes, c'est comment est-ce que le renseignement, avec les différentes lois d'urgence, on fait passer le renseignement au service de la justice à un renseignement au service de la police. Est-ce que j'ai bien compris? C'est quoi les implications de ça? C'est-à-dire que le renseignement, il est fait de plus en plus pour un contrôle social et à des fins politiques. Les renseignements généraux, où je travaille au service qui a pris la suite des renseignements généraux, le renseignement territorial, ne faisait plus de politique depuis 1995, ce qui était une bonne chose parce que ce n'est pas le rôle de la police. Monsieur Macron, maintenant, demande régulièrement au service donc, du renseignement territorial d'interroger les contacts qu'on peut avoir pour savoir ce que pense la population de ces discours. J'ai envie de lui dire, s'ils veulent savoir, il a qu'à commander un sondage IFOP. Mais je veux dire, c'est remettre une pièce en disant le renseignement va me servir de façon politique. C'est pas du tout le rôle de la police nationale. On ne doit pas avoir un bord politique, on doit être au service de tout le monde et pas d'une telle ou telle personne. Donc c'est ce côté-là sur le renseignement, et le renseignement devient également administratif, c'est qu'on a des notes blanches qui reviennent, des décisions de justice qui sont prises sur des choses qu'on ne transmet pas, donc ça pose des problèmes du droit à la défense. Donc il y a plein de choses sur ce renseignement qui posent problème. Le renseignement devrait être une première étape sur les gens sur lesquels on n'a pas d'éléments probants pour pouvoir se renseigner et surveiller, pour éviter des drames par la suite, et que si jamais les éléments sont tombés, ça devrait être passé dans le giron judiciaire pour que justement ces personnes soient jugées et présentées à la justice pour ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont fait. Donc le renseignement, effectivement, est en train de glisser sur des choses qui ne sont pas forcément très propres. D'ailleurs, est-ce que tu as suivi là, cette affaire des écoutes de Fakir et de Ruffin ordonnées par le Squal? Ça, c'est le problème également, c'est qu'il y a des gens qui se servent de leur carnet d'adresse, qui ont placé leurs successeurs, donc le Squal, etc., qui choisit après qui c'est qui va à la DGSI, qui continue d'avoir tout un gros carnet d'adresse, et c'est pour ça qu'ils sont embauchés par des boîtes privées, c'est pas pour rien. Et effectivement, c'est assez honteux, c'est-à-dire que c'est des services de l'État qui sont mis au service de boîtes privées. Mais le pire, c'est que ça a été légalisé en disant, bah voilà, l'État met ses services de renseignement au service de grosses boîtes privées dans l'intérêt de la défense des intérêts stratégiques de la France et économiques de la France. C'est-à-dire que les gros groupes français vont avoir les services de la DGSI, du renseignement territorial à moindre échelle parce que c'est de la taille des GSI normalement, et les plus petites structures en France ne les auront pas. Donc ça paraît des concurrences déloyales, d'écraser les plus petits. Donc c'est assez honteux. Et ça, sans aucune facture, sur des groupes en plus qui sont à l'international et qui des fois ont juste le nom de français parce que finalement leurs impôts ils les payent ailleurs et ils ont des actionnaires divers et variés dans le monde entier. Donc effectivement, ça pose cette dérive de donner les services de l'État à des grosses boîtes privées, puis des fois on s'en cache même pas, on embauche le gars directement, comme dans le cas du Squal. Et juste, j'ai vu d'autres questions hein, que dans le fil là que je voudrais faire poser ensuite, mais par rapport à ça, est-ce que tu as vu l'affaire les FinCEN Files, ce qui a été révélé là sur le blanchiment de l'argent massivement? Du coup, ça, j'ai pas vu, j'ai raté le coche. Donc, si tu me donnes des détails, je peux en parler, mais sinon, j'ai pas d'avis sur la question, vu que je n'en connais pas. C'est ce qu'ont révélé le Consortium international des journalistes d'investigation sur 2000 milliards sur les 20 dernières années, qui sont suspectés d'être du blanchiment de différents trafics. Mais parce que est-ce que vous connaissez les moyens qui sont aujourd'hui donnés aux gens, je ne sais pas si c'est la police, les renseignements ou quoi, pour enquêter sur la mafia des cols blancs?
qu'est-ce qui existe comme moyen? Parce que, il y a cette question dans la loi de renseignement de 2015, des intérêts nationaux, là, économiques, mais ce serait quand même de l'intérêt national de creuser cette question de déblanchiment de masse et de l'évasion fiscale, ce type de choses. Bah, la seule chose, c'est que les brigades et les gens qui sont sur les dossiers de blanchiment d'argent et des affaires financières, leurs effectifs se sont vus réduits. Voilà, donc ça donne une orientation politique. Moins il y a de fonctionnaires, moins il y a de chances que ça aboutisse et qu'ils soient noyés sous la masse. A priori, c'est le projet. Voilà. Dans quelle proportion à peu près La dernière fois que j'avais regardé, c'était il y a à peu près 6 ans. Ils avaient divisé par 2 les effectifs des brigades en disant non, mais on a besoin de vous ailleurs, donc laissez tomber. Travailler sur d'autres sujets, c'est trop compliqué, ça prend beaucoup de temps et au final, bon, voilà, ça peut retomber sur des amis, donc merci. Occupez-vous d'autres choses, ce sera mieux. Est-ce que DGSE peut Oui. prendre la parole? Bonjour Monsieur Lafont. Moi, ma question, elle est que pensez-vous en fait de l'organisation en fait des polices nationales en fait en banlieue? Moi, j'ai eu la chance en fait de rencontrer un de vos collègues, le commissaire Lafont, qui n'est pas foncièrement en fait le plus aimé dans la profession, mais pourtant qui fait un travail remarquable. Actuellement, il est au district d'Asnières. Il gère le commissariat d'Asnières et le nord du 93. Pensez-vous pas, moi j'ai discuté avec lui et plusieurs de ces hommes, pensez-vous pas en fait qu'on manque de super flics comme Octave Dioli? Tout à l'heure, vous avez cité le GIPN qui n'existe plus, qui a été qui a été recentralisé avec le RAID. Pensez pas qu'on manque de Van Glock, on manque de commissaires divisionnaires Honoré de Gévaudan, des Cancès, des Pasqualini. À mes yeux, moi je pense que avant, il y a 30 ou 40 ans, notre police, elle faisait la une de Paris Match, elle faisait la une des grands médias. Elle arrivait à résoudre des très grandes enquêtes. On faisait un travail remarquable. Pensez-vous pas qu'on manque de super flics dans la police? C'est ma question. Alors, on a sûrement encore des super flics. Le problème, c'est qu'ils se prennent plein de bâtons dans les roues parce que nous avons remplacé les flics par des bureaucrates, malheureusement. Nous avons des gestionnaires. La plupart des commissaires sont des gestionnaires de service, ne sont plus des flics. Et c'est aussi une différence avec la gendarmerie, c'est qu'on peut être commissaire chez nous à 23 ans, on peut être directeur de la police nationale sans avoir été dans la police, ce qui était le cas du directeur général de la police nationale, le précédent monsieur Morvan, qui était quelqu'un qui a fait sa carrière dans la préfectorale, alors que par exemple dans la gendarmerie, pour devenir général, on a commencé sur le terrain en tant que lieutenant. Et ensuite, effectivement, les flics, c'est comme c'est pas de vague, c'est la politique du chiffre. Et le chiffre, c'est du petit stub, de faire de la boulette, c'est de faire des trucs qui rapportent au niveau des statistiques, mais finalement qui ont assez peu d'intérêt pour la sécurité générale des Français. Et quand il y a des gens qui font des super affaires, qui démentent un trafic de stupes ou des choses comme ça, on leur dit ouais, mais c'est qu'une seule affaire, c'est un seul bâton, vous avez mis 6 mois les gars, donc c'est un peu nul. Donc tant qu'on sera géré par des gens qui sont avec des statistiques, des camemberts, des bureaucrates, les super flics, ils seront étouffés, ils auront des sanctions. Et j'ai pu voir des grands flics aussi qui ont essayé de faire des choses. Je pense à un ancien directeur de la police judiciaire à Versailles qui avait tout remis sur le terrain et qui succédait à un directeur. Avant, c'était Monsieur Bugeaud. Quand il venait sur une perquisition le matin, il était en train de trembler avec son arme de service. Il se cachait au milieu de la colonne. Ils ont eu un nouveau chef de service qui, lui, quand il venait, il pétait la porte avec le pied. Et du coup, ça met pas du tout la même ambiance dans le service. Donc, voilà, les policiers ont envie d'avoir des Napoléon au pont d'Arcole qui montrent l'exemple, qui veulent y aller, qui vont faire du terrain. Ils veulent plus des bureaucrates qui, dès qu'il y a un problème, vont faire des rapports administratifs pour nous embêter, nous sanctionner, dire attention, t'as pas mis ta casquette, attention, qu'est-ce que tu as dit à cette personne. Et voilà, laissez-nous faire notre travail de flic. Et effectivement, à l'heure actuelle, le système et la structure française de la police nationale étouffent les flics. Donc, même s'il y en a, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et c'est dommageable pour tout le monde. Est-ce que Lanterne, Je crois qu'il peut pas utiliser son micro. Ah, Donc vas-y, pose vas-y. la question. Je l'ai pas sous les yeux, si tu peux la poser. C'est je veux aller dans la police nationale, c'est Lanterne qui parle. Où serais-je le plus utile? Où avez-vous besoin du plus de monde? Alors, quand on va dans la police nationale, malheureusement, déjà, on ne choisit pas son affectation. On se retrouve où il y a de la place au moment où les gens recrutent. Et du coup, en général, on se retrouve en Île-de-France et dans les endroits les moins sympas parce qu'il n'y a personne qui veut rester. Et en fait, c'est un mal français, c'est qu'on envoie les plus jeunes recrues dans les endroits les plus difficiles. Je pense également à l'éducation nationale où les plus jeunes profs sont envoyés dans les endroits les plus difficiles, où justement, pour apaiser les tensions, pour avoir un travail professionnel et bien faire son travail, il faut avoir de l'ancienneté et de l'expérience de la vie. Donc, malheureusement, la
police nationale dit vous venez chez nous, on vous recrute, on vous envoie dans les endroits pourris, et puis après, soit vous êtes écœuré, soit vous aurez fait des choses qui vous auront fait virer. Donc, dans tous les cas, ça va pas être très bien et ça va pas être très encourageant. Donc, voilà, malheureusement, il y a plein d'endroits où on aurait besoin de monde. Je veux dire, tous les services de police quasiment sont en sous-effectif. Après, c'est une fois de plus une gestion bureaucratique qu'on voit des gens dans les endroits pas forcément adaptés aux nouvelles recrues. Sans forcément passer par un parcours, disons, vraiment rentrer en tant que KSVP, par exemple. Mais si jamais on rentre avec une licence ou un master, est-ce qu'il est possible de choisir son affectation? Par exemple, une licence en informatique, en criminologie, je sais pas, en sociologie, etc. Est-ce qu'il y a possibilité à ce moment-là de choisir son affectation en fonction des études qu'on a faites et du gratin qu'on a déjà accumulé? Je sais que c'est dommageable pour ceux qui, du coup, n'ont pas cette possibilité, mais voilà. Et oui, comme le dit Lasagne, si je rentre avec un master, je suis quoi? Si je rentre avec une licence, je suis quoi? Est-ce que c'est comme dans l'armée, où on peut commencer directement sous-off ou officier, ou est-ce qu'il y a un fonctionnement différent? Et au-delà de ça, quelles sont les modalités de recrutement? Parce que par exemple, je voulais faire des études je voulais étudier l'informatique dans l'armée. Le problème, c'est que l'armée m'a refusé. Est-ce que si jamais je vais à la police nationale, est-ce qu'il y a une formation en interne comme dans l'armée? Dans la police nationale, on n'est pas recruté et on n'a pas des postes en fonction de son diplôme, on a des postes par rapport au niveau du concours qu'on veut passer. Par exemple, moi j'ai une licence, j'ai passé le concours de gardien de la paix, je suis sorti gardien de la paix alors que je pouvais passer le concours d'officier. Donc ça dépend à quel niveau on est. Après, il n'y a pas non plus de reconnaissance des compétences dans la police nationale. Malheureusement, c'est un petit peu plutôt du copinage qui va faire qu'on aura vu qu'on a tel diplôme ou telle chose. Donc des fois, les services spécialisés vont avoir besoin de quelque chose en particulier, une compétence en informatique, une compétence dans une langue étrangère rare. Et à ce moment-là, ils vont aller chercher la personne pour l'inciter à venir chez eux. Mais c'est quand même l'exception quand ça arrive. Parce qu'en général, j'avais un collègue qui avait dit, je vais vous montrer que les notations servent à rien. Tous les ans, il marquait qu'il parlait une nouvelle langue rare, le mandarin, le japonais, l'arabe, et tout ce qu'on veut. Et au final, il n'a jamais été bougé de son poste parce que l'administration n'en a rien à faire. C'est une gestion bureaucratique et des effectifs, à savoir des compétences, qui est assez dommageable par rapport à d'autres services de la fonction publique où les gens sont utilisés en fonction de leurs compétences et pas de leur grade et du concours qu'ils ont passé. Donc des fois, ils cherchent des informaticiens aussi, mais il faut d'abord passer le concours généralisé, ce qui est que les informaticiens de la police ne sont pas très bons. Voilà, également, je vous donne un exemple, c'était assez amusant parce que j'ai des copains qui l'ont fait. Pour être dans la fanfare de la police nationale, donc jouer de la trompette et des instruments de musique, il faut quand même faire le cursus général de la police nationale. Donc voilà, donc en fait, on est sur des aberrations. Certaines missions, les gens pourraient être très bien policiers et avoir le statut de policier en tous les cas pour jouer par exemple dans la fanfare de la police nationale sans avoir besoin de se coltiner les études et de savoir manier une arme. Donc voilà, il y a ces incohérences qui sont problématiques. Donc dans la police nationale, on est juste le concours qu'on a passé et après on peut évoluer en fonction du copinage et des relations qu'on a en interne. Est-ce que Quentin peut poser sa question? Oui, je suis là. Oui, oui. Super. Alors, j'ai cru comprendre que vous condamniez les dégradations de biens publics en manifestation, a fortiori les violences contre les policiers. Mais avez-vous des exemples historiques de réformes sociales d'ampleur découlant des manifestations entièrement pacifiques? Et j'insiste sur le entièrement. Alors, je vais recommander la lecture d'un livre qui s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes. Voilà, le titre est très long, mais en général, on le retient bien. Il a été écrit par les gens qui ont fait tomber Milosevic en Serbie et ils n'ont pas tiré un coup de feu, ils ont juste fait des tags éventuellement et après ils ont fait des actions humoristiques. Et pour gagner le maximum de la population, c'est ce qu'ils expliquent dans divers révolutions et mouvements sociaux qui ont abouti à des changements dans les pays du monde. C'est pas la violence qui a abouti à des changements en général, c'est plutôt justement d'avoir gagné la majorité du peuple par des arguments, d'avoir fait descendre tout le monde dans la rue et d'avoir obligé les gens qui oppressaient le peuple à partir. Voilà, et il donne un exemple dans ce livre-là également. Ils disent par exemple Nelson Mandela en Afrique du Sud avait essayé de lutter contre l'apartheid par la violence, il a fini en prison. Et finalement, c'est quand il a refusé de sortir de prison en utilisant une voie pacifique que finalement, grâce aux médias internationaux, l'apartheid est tombé. Donc voilà, après je recommande la lecture de son livre, après je n'ai pas la science infuse sur le sujet. Jason, pardon. 78, pour être précis. Oui, pas de micro, parce qu'il posait la question justement de est-ce que les gens de pouvoir n'ont pas peur du terrorisme d'extrême gauche? Moi, je crois que les gens de pouvoir, ils ont peur de leur ombre, donc ils ont peur de tout. Mais après, du terrorisme d'extrême gauche, ils en parlent peut-être, ils font semblant d'en avoir peur.
mais je vais repenser à ça parce que ça m'avait choqué à l'époque. Il y a des zones de combat en Syrie, donc pour lutter contre Daesh, il y avait effectivement des gens d'extrême gauche qui étaient partis pour lutter avec les Kurdes contre Daesh. Donc ça veut dire qu'ils sont revenus en France avec des techniques de guérilla, de combat, et si jamais ils voulaient, ils pouvaient faire du dégât chez nous. Il n'y a eu aucun suivi des services de renseignement. Ils ont rentré comme dans du beurre en France et personne s'est même juste pensé à leur dire comment ça s'est passé là-bas pour faire un débriefing sur Daesh. Donc, ils en parlent souvent dans les médias, ça sert de repoussoir. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient peur plus qu'autre chose, parce qu'en fait, eux, à leur niveau, ils se sentent en sécurité. Et même grâce au bazar fait par les gens en général qui se revendiquent de la mouvance d'extrême gauche, parce qu'après, on peut se revendiquer de tout ce qu'on veut. En général, c'est ces idiots utiles qui leur permettent de justifier les violences, les lois liberticides, donc ils sont très contents de les avoir. Alors, il y a Odd Hill qui a une question. Oui, je me demande depuis assez longtemps, en fait, vous êtes nombreux, vous détestez parfois les ordres de votre hiérarchie. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver une cohésion pour vous mettre tous ensemble et faire une résistance passive, ne plus verbaliser les gens comme nous, les gens ordinaires, de 135 € parce qu'on a une mauvaise attestation pour aller voir son vieux père. Enfin, voilà, je voudrais savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, parce que le gouvernement ne tient qu'à un fil, hein, grâce à vous, entre autres. Alors parfaitement, le gouvernement, d'ailleurs un délégué du syndicat auquel j'appartiens l'avait dit sur un plateau de télé sur BFM, le gouvernement ne tient plus qu'à part sa police et le présentateur avait failli s'étouffer. Mais sinon, pourquoi l'organisation? Parce que l'organisation est compliquée derrière. En interne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, malheureusement, quand on parle, on s'en prend plein les dents, et quand on essaie d'organiser la résistance, il faut que ce soit tout le monde et tout de suite. Et pour l'organiser, ils ont cassé la cohésion. Parce que si jamais il n'y a pas la cohésion complète, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est des sanctions disciplinaires ou alors des brimades, des petites brimades en disant bah, comme tu n'as pas fait ton chiffre ce mois-ci au niveau des contraventions, bah, tu n'auras pas tes vacances en même temps que tes enfants, je vais te les décaler. Bah, du coup, si tu fais pas ci, tu n'auras pas voilà, on va casser ton rythme de travail, on va te dire je vais te changer, s'il y a des rappels le week-end, ce sera pour toi. Et au bout d'un moment, les gens craquent, en fait, craquent, partent en dépression. Et voilà, donc malheureusement, dans la police nationale, s'il y a un mal très profond, c'est que les policiers, en général, ont plus peur du commissaire qui tient un stylo, qui peut leur briser leur vie personnelle, que du criminel qui peut les abattre dans la rue. Et je veux dire, c'est vraiment catastrophique parce que du coup, il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses dans la police nationale, qui sont brimés et qui ont peur juste pour leur carrière, qui ont peur de ne pas pouvoir nourrir leur famille, qui ont peur de se briser vis-à-vis, enfin de casser la cohésion de groupe, parce que quand la police nationale organise la vie des policiers avec un cycle de travail très compliqué, c'est-à-dire qu'on la plupart des policiers n'ont qu'un week-end sur 6, avec jamais les mêmes jours de repos, des horaires décalés, ce qui fait que la vie sociale est compliquée. Finalement, on finit par vivre en vase clos. Dans ce vase clos, on ne veut pas se faire jeter de ce vase clos. Du coup, la cohésion, des fois, est faite sur les mauvaises raisons. Et les seuls qui arrivent encore à être un petit peu solidaires entre eux, c'est ceux qui travaillent en unité constituée, c'est-à-dire les CRS, qui arrivent à tomber malades tous le même jour. Mais ça arrive de plus en plus difficilement parce que ils ont changé les équipes, ils ont cassé les anciens pour que ça ne se reproduise plus, malheureusement. Lanterne. Je trouve que ta question est quand même intéressante et ça recoupe en fait. Peut-être qu'après, Saint-Peur Fidélis pourra poser la sienne. Okay. Alors d'ailleurs, là, ça fait 5 minutes déjà qu'on abuse un peu sur le temps de Monsieur Langlois. Je sais pas si Alexandre, vous êtes OK pour rester encore un petit peu, s'il y a encore des questions. J'avais dit que je pouvais dépasser jusqu'à 22h. Après, je pourrais pas trop déborder, mais j'ai dit que pour vous, je ferai un effort. C'est cool. Alors, Lanterne, je sais pas si tu peux poser ta question. Ouais. Bien sûr. Alors, Monsieur Langlois, les idiots utiles d'extrême gauche, je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de souci, on s'est tous dit à un moment, même si on est des d'extrême gauche nous-mêmes, non mais ils sont débiles, de casser les vitrines, de brûler des bagnoles, etc. Comment ça fait avancer la cause? Au-delà des suspicions comme quoi il y aurait des casseurs dans la police qui s'infiltreraient pour décrédibiliser les manifestants. Je peux parler de ça maintenant. Mais on fait comment pour lutter contre les lois liberticides, et d'ailleurs les lois en général qui vont à l'encontre des intérêts du peuple français, vu que les parlementaires ne nous écoutent pas ou ne viennent même pas à l'Assemblée parce qu'ils n'en ont rien à taper, que l'élection ne sert à rien, parce qu'on a au final toujours le même programme qui se met en place, et que même les manifestations pacifiques descendent dans la violence du fait des provocations voulues par les directives des hauts responsables de la police. Il nous reste quoi? Je suis pas content, les posters, les affiches, les réseaux sociaux? On fait quoi pour faire bouger un gouvernement qui s'applique à casser médiatiquement tout mouvement et qui reste, qui fait la sourde oreille quand on essaie de lui parler naturellement comme des citoyens modèles? On fait comment?
Alors déjà, les manifestations, des fois, aboutissent, qu'on peut voir sur le rétropédalage sur l'article 24. Bon, ils ont pris le coup pour faire la loi dans une autre loi, mais n'empêche que là, ils sont obligés de perdre la face devant tout le monde. La deuxième chose également, sur les gens qui veulent mettre de la violence dans les manifestations, moi, je leur réponds une chose également, c'est qu'il y a des gens qui viennent manifester, qui ont décidé d'un mot d'ordre de façon démocratique et majoritaire de manifester pacifiquement. Donc, qu'est-ce que viennent faire ces gens sur ces manifestations? Ils se cachent derrière les manifestants pacifiques qui s'en prennent plein les dents. Je dis, si les agriculteurs sont capables de venir déposer du purin devant l'Élysée, il y a quelques années, si ces gens-là veulent attaquer l'Élysée, qu'ils y aillent, comme ça, ce sera mano à mano. S'ils sont assez nombreux, ils prennent l'Élysée. S'ils sont pas assez nombreux, il n'y a pas de dommages collatéraux. Je ne suis pas adepte de la violence, que la violence, finalement, ne fait que changer les gens qui profiteront à terme. On n'a jamais vu une révolution qui a donné le pouvoir aux opprimés techniquement derrière. Et les façons de changer les choses, il y a possibilité de faire du lobbying, c'est de l'argumentation et j'allais dire, c'est ne pas être écouté, certes, mais quand on se met tous dans la rue, je pense qu'on peut y arriver. Et s'il y a un moment également aussi, pour mettre en porte-à-faux le gouvernement français, si jamais un jour une manifestation pacifique voulait avancer et tout le monde avançait, les premiers se prendront peut-être des coups dans la tête, malheureusement, comme ça a été le cas de Gandhi en Inde, mais au final, le mouvement peut l'emporter. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite, et là, j'espère que l'intelligence collective trouvera des choses pour éviter la violence et trouver des solutions pour redonner la démocratie à notre pays. Est-ce que Samper Fidelis, je crois? Oui. Ouais. Donc je voulais vous demander par rapport à une des choses que vous aviez dit en ouverture, à savoir les raisons pour lesquelles vous quittiez la police. Vous avez évoqué l'impossibilité actuelle de réforme depuis l'intérieur. Et donc est-ce que ce départ, coupe avec ces volontés, ou alors est-ce que justement vous projetez de peut-être continuer ces mêmes combats, mais depuis l'extérieur? Alors, je projette très clairement de continuer le combat, parce qu'il est hors de question que je laisse un métier que j'aimais et que j'ai dû quitter à regret parce que des politiques l'ont dénaturé. Donc, le combat va continuer de l'extérieur. Il va prendre différentes formes, je ne sais pas encore lesquelles, parce que là, j'avais juste réellement envie de partir pour plus être associé à certaines exactions couvertes par la hiérarchie policière. Après, l'avantage, par contre, ça a été un modèle qui a été utilisé par une association de policiers en colère, qui avait pris comme porte-parole quelqu'un qui était un commandant retraité de la police nationale et qui permettait à cette personne d'exprimer les doléances de l'association sans se prendre des sanctions disciplinaires derrière. Donc, ça veut dire que si jamais vous voulez l'attaquer, il fallait directement aller devant les tribunaux. Donc, le combat va continuer avec des armes un peu plus égales, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans la police, j'en ai fait les frais, c'est que si on déplaît, on est sanctionné, on se perd son salaire, on se fait briser. Et en fait, si on est à l'extérieur de la police nationale, et ben ça, on est protégé au moins de cette partie-là. Donc du coup, c'est continuer le combat de façon plus intelligente, parce que se battre contre des moulins, ça sert à rien. Le but du jeu, c'est de trouver des solutions pour aboutir à des résultats. Merci. Est-ce que Jacques peut poser sa question? Ouais. Donc oui, je pense qu'il faut poser le problème dans son ampleur politique, parce que, je ne sais pas si M. Langlois, vous serez d'accord, c'est que nous avons aujourd'hui un système qui est devenu intrinsèquement répressif. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à une logique de banque centrale dans le monde qui impose une austérité financière et une hyper-spéculation, donc qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches. Ça crée une situation, évidemment, de révolte partout. Et il reste à l'État aucun pouvoir dans le domaine financier ou même économique, sauf d'admettre de mettre de l'argent et de l'argent sans rien bousculer des pouvoirs en place. Et il lui reste le pouvoir répressif, le pouvoir dit régalien. Alors, c'est pour ça qu'on a multiplié les lois, comme vous l'avez dit, depuis Manuel Valls en particulier, et qu'aujourd'hui, on voit même partout apparaître le délit d'intention. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à voir les conséquences ce que les gens ont fait, mais l'intention qui les a guidés. Alors, c'était dès le départ, on l'a dans la participation à un groupement en vue de commettre des violences, donc la base pour la répression des forces de sécurité, un schéma national du maintien de l'ordre relié à cela et qui reprend tous les moyens répressifs. Ensuite, il y a la loi de sécurité globale où on punit si dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, comme si c'était la justice qui devrait juger de cette intention. On a ajouté sans préjudice du droit d'informer au passage. Il y a dans l'université, dans la loi
de programmation de la recherche, on pénalise le fait de troubler la tranquillité ou le bon ordre d'un établissement universitaire, dont le but, c'est comment on interprète la notion de bon ordre, là aussi, c'est l'intime conviction. Et il y a aussi le délit religieux. Alors, est-ce que il s'agit à un juge ou à un policier de voir si le délit est religieux ou pas? Il doit voir les conséquences, ce qui est détruit, ou les appels à la haine, ou les appels à la violence, mais pas voir si c'est religieux ou pas. Donc, il y a toute une série de délits d'intention qui se sont accumulés pour étendre la capacité répressive. Et je crois que ce que vous avez proposé est très important comme, disons, coin enfoncé dans ce système, c'est la création d'une véritable inspection indépendante qui ne soit pas comme les GPN aujourd'hui, soumise budgétairement et financièrement et évidemment dans les nominations au ministère de l'Intérieur et au pouvoir en place, parce que celui-ci est intrinsèquement répressif. Donc comment sortir de cette... Parce qu'en plus c'est fait de façon extrêmement désordonnée, moi j'appelle ça une chienlit autoritaire, ou une chienlit liberticide. Comment sortir de ce système-là? Est-ce qu'on peut le faire de l'intérieur de l'organisation de l'appareil répressif? Je ne pense pas. Ou est-ce qu'il faut, comme vous, se placer en dehors et créer un mouvement qui soit de nature politique, au-delà du régime des partis, bien sûr, qui puisse mettre une pression suffisante pour changer ce système dans son ensemble? Non, bah déjà, effectivement, il est de plus en plus répressif, le système, mais après aussi, il est assez basé sur la propagande. On va reprendre par exemple sur l'intention coupable de filmer les policiers qui était prévue par l'article 24. En fait, il y a déjà des lois qui existent déjà, qui fait que du coup, quand un policier est mis en pâture sur les réseaux sociaux, eh ben, il y a déjà des sanctions qui tombent. Il y a encore pas longtemps, en 2019, alors je ne sais plus à quel moment, en 2019, une personne qui avait suivi des policiers du commissariat de Versailles pour les prendre en photo et avec le but annoncé partout de pouvoir les mettre et les afficher sur les réseaux sociaux, a pris 17 mois de prison. Donc là, vous notez 17 mois de prison, alors que la nouvelle loi qui doit protéger les policiers n'en propose que 12. Donc en fait, il y a ce côté propagande et aussi mauvaise connaissance des lois par tout le monde, parce que résultat des courses, si les policiers connaissaient parfaitement les lois, ils se diraient qu'ils sont en train de se foutre de nous avec leurs lois répressives. Après, deuxièmement aussi, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est un problème de société de façon générale, c'est qu'on doit gérer les problèmes qu'on n'a pas à gérer. Je repense à une intervention de M. Collomb quand on était descendu à Toulouse dans une cité. Il avait dit à une dame, attention, faites attention que vos enfants ne tombent pas dans la délinquance. La dame lui avait répondu, moi je veux bien monsieur, mais donnez-leur du travail, on est à 40% de chômage ici. Donc à partir de là, voilà, donc le problème en fait, c'est que la police est utilisée pour canaliser la misère sociale, contrôler la misère sociale, plutôt que de s'occuper réellement des gens qui ne veulent pas vivre en société et de pourchasser les criminels et les vrais délinquants. Ou encore certains qu'on ne peut pas poursuivre parce qu'ils sont proches du gouvernement. Voilà, on a pu voir la petite affaire de M. Darmanin qui arrive avec une affaire pénale quand il est ministre, et puis dès qu'il est ministre, l'affaire est enterrée. Donc au final, même s'il était innocent, il y aura toujours une suspicion que c'est lui qui a enterré ça de façon par passe-droit. Donc il y a tous ces problèmes. Donc le contrôle citoyen, oui. Après, de toute façon, malheureusement en France, si on veut changer les choses, ça passe par la politique. Donc soit du lobbying sur les politiques, soit en allant dans des partis politiques pour essayer de changer les choses avec les règles du système qui est tout sauf parfait. Il y a une question sur est-ce que tu as un souvenir de Bernard Cazeneuve ou une opinion de lui en tant que ministre de l'Intérieur? Oui, j'ai une opinion. Je pense que c'était quelqu'un de très... Ouais, j'aurais dit un gros mot, voilà. Tout simplement parce qu'il a vécu les policiers en colère, parce que c'était à l'époque où on a eu des collègues qui ont été brûlés à Viry-Châtillon dans leur voiture. Tous les policiers sont descendus dans la rue de façon spontanée. Et là, il a paniqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé tous les procédés les plus vicelards pour décrédibiliser le mouvement, comme le gouvernement a l'habitude de faire. Donc d'abord, il nous a mis clé en main un porte-parole qui était affiché d'extrême droite avec tout ce qu'il faut pour faire la une de la presse, alors que c'était un agent de sécurité qui n'était plus policier depuis des années. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec la complicité des syndicats majoritaires? Il a dit, voilà, au mois de décembre, rappelez vos troupes parce que moi je commence à en avoir marre. Tous ceux qui ne sont pas dans vos syndicats et qui ne sont pas tamponnés, qui sont en train de faire les malins dans la rue, ils n'auront pas de mutation et pas d'avancement. Donc j'en veux à M. Cazeneuve qui a pas pris en considération la souffrance des policiers, le fait plutôt que de venir voir comment on pouvait réformer la police pour plus que des policiers soient brûlés dans leur voiture. Je rappelle en plus à Viry-Châtillon, c'était pour surveiller une caméra de surveillance. Je veux dire, plutôt que de s'occuper de réprimer le trafic, on surveillait la caméra qui était dégradée.
Donc voilà, on en arrive à quelle honte. Donc Monsieur Cazeneuve, j'en garde pas un bon souvenir. Après, avec la clique de mauvais ministres de l'Intérieur, forcément qu'on a eu toutes ces années, il n'est pas pire qu'un autre, il n'est pas mieux qu'un autre. Et quand on parle avec les collègues, ici, 2 ministres de l'Intérieur qui les ont marqués, donc ça commence à taper dans les plus anciens, c'est Charles Pasqua et Pierre Jox. Donc du coup, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu quelqu'un qui tient les commandes pour le bien de la police nationale et le bien de la population. On va encore prendre 2-3 questions. Il y a Oreiller. Oui, bonsoir. Ah, super. Donc ma question était, est-ce que vous pensez que la police nationale, dans sa forme actuelle, est sexiste ou participe à la propagation d'idées sexistes dans la société? J'allais dire, pas plus qu'autre chose, c'est plutôt les gens qui la représentent. C'est-à-dire que quand on va dans un commissariat et qu'on se prend des réflexions quand tu es une femme, parce que, pour diverses raisons, simplement qu'on va te dire: «Oui, effectivement, l'accueil ne porte pas». Mais, j'ai envie de dire, même on a Marlène Schiappa qui arrive sur un plateau de télé et qui parle, oui, quand des enfants parlent de leur papa qui est policier, en oubliant qu'il y a des femmes qui sont policiers. Donc je veux dire, même dans la tête des ministres, c'est pas très clair dans leur tête, même pour une qui normalement était à l'égalité homme-femme il y a peu de temps. Donc, c'est plus des participations individuelles qui sont relayées et un manque de formation et donc en fait, la structure police nationale pourrait faire le nécessaire. Après, ça dépend de sur qui on tombe, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a quasiment 50 d'hommes et 50 de femmes en dehors des compagnies de CRS. Seltkana. Oui, Ouais. je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'un terrain d'entente existe entre la police, réformée que vous proposez, idéale, et les mouvements les plus radicaux qu'on trouve, dans les manifestations sur le terrain, tels que les mouvements anarchistes ou autogestionnaires? Bah, je pense que oui, parce qu'on a eu, j'ai eu en tant que secrétaire général du syndicat des lettres d'anarchistes, que dans l'anarchisme, il y a plein d'anarchismes différents. Donc, certains qui avaient écrit, qui dit: «Nous, on veut une police que vous défendez pour une raison simple, c'est qu'une police doit permettre à chacun de vivre librement sans emmerder son voisin. Nous, ce qu'on propose, c'est de vivre dans notre coin sans vous embêter». Donc, voilà, donc ça nous semble cohérent. Donc, ça dépend de quel anarchiste qu'on parle. Voilà, après, si la police nationale doit permettre à chacun de vivre le plus librement possible, et c'était le but de mon engagement dans la police nationale, de défendre les libertés individuelles et de permettre à chacun de vivre le plus librement possible sans aller nuire ou empiéter sur les libertés de son voisin. Donc à partir de là, effectivement, ça rassemble large parce qu'il n'y a pas de notion de c'est parce que tu es telle étiquette ou telle étiquette ou tu vis comme ça et pas comme ça. C'est pas le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est de garantir la liberté de chacun. Merci beaucoup, Monsieur Langlois. Est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous voudriez dire une dernière chose sur les jours qui arrivent devant nous, les semaines qui arrivent, ou les années qui arrivent? Je sais pas. Si vous voulez dire un petit dernier chose pour que l'on soit plus intelligent et plus aiguisé sur ce qu'on peut faire là-dedans. Ouais, du coup, bien malin qui pourra savoir ce qui arrivera demain, hein. Les lois voudraient nous faire deviner les intentions des gens. Moi, je n'aurai pas cette prétention. On verra bien ce qui se passera. J'espère qu'il y aura un sursaut. Le peuple français est capable de se réveiller quand il est au pied du mur. Donc, bah, c'est ce qu'on peut espérer, un sursaut républicain. Après, je réponds juste à une question. Il y a quelqu'un qui avait épinglé là, qu'est-ce que vous pensez du slogan ACAB? Je pense que tous les amalgames sont bêtes et idiots. En fait, c'est pas en faisant des généralités qu'on règle les problèmes, parce que les situations sont pas manichéennes, blanches ou noires. Voilà, c'est comme le débat actuel qui est malheureux. C'est vous êtes pour ou contre la police. Le débat est mal posé. C'est pas on est pour ou contre la police. On est pour quelle police? Qu'est-ce qu'on veut que la police fasse? Donc voilà. Donc l'espoir que j'ai, c'est qu'on arrête d'être dans des monologues, mais qu'on soit plus dans le dialogue, l'apaisement, et que on puisse trouver des solutions collectives plutôt que d'être sur des postures, des oppositions, des débats manichéens où on ne peut pas avoir de terrain d'entente parce que chacun reste campé de son côté. Donc c'est bien d'avoir des débats comme ce soir où chacun peut parler, peut discuter, et puis du coup personne n'a la vérité, la science infuse. Et je pense que c'est le collectif, comme je dis, pour moi le plus bel exemple des décisions de justice. C'est pas les juges professionnels qui donnent les plus cohérentes forcément, mais des fois les assises qui sont, je rappelle, des gens tirés au sort mais qui essayent de faire du mieux par rapport à leur vision de la société. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir ce soir. J'espère qu'un maximum de gens auront apprécié aussi. Alors juste pour savoir, parce que j'ai quelqu'un qui m'a mis un message, la DGSE, mais je ne sais pas servir bien de Discord. Donc il a posé la question en vocal, mais alors je ne sais pas ce qu'il a posé comme question sur Charles Pasqua. Je réponds à cette dernière question. Après, il y a d'autres questions que je n'ai pas répondues, c'est parce que je ne les ai pas vues, c'est quand je regarde l'écran. Voilà. Bah, vas-y, DGSE, si tu veux poser la question. Monsieur Langlois, moi je me définis, je suis pasquatiste, donc je suis la doctrine de Charles Pasqua. Vous parliez en fait du tout répressif en fait dans la police, mais c'était Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2017 qui l'avait dit.
Il avait dit depuis Charles Pasqua, la police, on ne la reconnaît pas. Elle est de plus en plus violente, elle a des prérogatives qu'elle n'avait pas avant. Charles Pasqua, c'est un homme de terrain. Vous l'avez, ça m'a très choqué le cœur que vous avez dit que ça a été un des meilleurs ministres de l'Intérieur. Moi, j'avais rencontré un commissaire de police qui me l'avait dit, qui s'appelait David Lebras, qui est syndicat des commissaires de police. Donnait cet exemple-là, il disait on a eu 4 ministres dans l'histoire du XXe siècle, on a eu 4 grands ministres de l'Intérieur. Nous avons eu Raymond Marcellin, vous avez cité Pierre Joxe, on a eu Charles Pasqua et Clémenceau. Sorti de ça, en fait, nous n'avons pas eu en fait de vrais ministres de l'Intérieur. Moi, ma question elle est, on aurait Charles Pasqua à l'heure actuelle. Pensez-vous pas qu'on aurait une police beaucoup plus répressive, je ne dis pas dans les manifestations, mais notamment dans les banlieues, parce que je pense que c'est ça qu'on n'a pas bien souligné ce soir, c'est la grosse violence que beaucoup de jeunes mettent en banlieue contre des policiers. Il y a de plus en plus de gens qui sont torturés, comme il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 3 mois à Saint-Ouen, il y a un jeune qui s'est fait torturer dans une cave, on lui a brûlé les couilles avec un chalumeau. On a envoyé les photos à ses parents en disant si vous ne réglez pas les 150 €, on tue votre fils. Un homme qui était en plus déficient mental. Pensez-vous pas qu'avec Charles Pasqua, on aurait une meilleure police, certes, on aurait une police plus efficace, moins répressive au niveau des citoyens ordinaires, mais beaucoup plus répressive au niveau des vrais délinquants, notamment ceux qui volent, qui tuent ou qui torturent. Merci. Bon, alors juste une petite aparté, David Lebars du syndicat des commissaires, moi j'en pense pas grand-chose, je pense que c'est un hypocrite et un arriviste, donc voilà, donc c'est pas la référence que je donnais. Par contre, pour Charles Pasqua, par rapport à tous les ministres qu'on a pu avoir récemment, il avait dit dans son premier discours, il avait déclaré je vais prendre soin des policiers. Donc c'est pas je vais nettoyer plus blanc que blanc, je vais les nettoyer au Karcher, voilà, il a dit c'est un métier difficile, je vais prendre soin d'eux. La deuxième chose également, c'est qu'il a fait des essais, ce que je disais sur les voltigeurs. Il a vu l'erreur, il a dit erreur, on dissout les voltigeurs, je présente mes excuses à la famille, je ne pourrai jamais réparer la mort de quelqu'un. Donc on ne sait pas ce qu'aurait pu faire Charles Pasqua, mais Charles Pasqua, en tous les cas, avait aussi un côté, je vois aussi, il y a des gens qui disent que c'était un gangster, etc. Oui, c'est vrai, il avait son côté, sûrement aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, pour la police, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait des choses bien, il a essayé d'apaiser les choses et d'être cohérent dans sa mission. Donc on ne sait pas ce qu'il ferait à l'heure actuelle, parce que chaque époque a ses ministres et a des situations particulières. Donc voilà, je ne sais pas. Par contre, je sais que voilà, c'est le dernier avec Joxe qu'on a eu comme ministre qui n'était pas là pour sa carrière, qui n'était pas là pour d'autres choses et qui était content d'être là. Ok, mais ouais, en effet, après, il y a toute la question des banlieues. Enfin, on n'a pas trop discuté de ça, mais ouais, beaucoup de choses. Vous me raviterez une prochaine fois pour les banlieues. Ah ça serait avec plaisir. Voilà, comme ça, sujet, là, je dois vous abandonner et après, voilà, si vous avez besoin de faire un sujet, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, merci encore. Bonne soirée, merci pour l'accueil. Au revoir. Merci, monsieur Cheminade, au revoir.